stabilizing Ukraine's position by attacking Russian assets in theater without spilling over into Russian territory. Donc la stratégie américaine maintenant, c'est de stabiliser la guerre en Ukraine, de maintenir, de faire durer la guerre en Ukraine sans attaquer directement la Russie. Donc d'obliger la Russie à continuer une guerre d'usure, une guerre d'attrition avec l'Ukraine, sans pourtant que la Russie n'ait les moyens d'accuser directement les Américains de lui tirer dessus. If that can be done in absolute terms, it would be hard for Russia to overcome, and it would keep the US out of direct combat by avoiding US domestic political considerations, which have destabilized the US military in a number of wars. Si ce statu quo, c'est-à-dire faire la guerre par procuration à travers les Ukrainiens, sans que les soldats américains ne soient renvoyés dans des sacs cadavériques à la base de Dover Air Force, si ce système continue, c'est-à-dire l'armée américaine elle-même ne combat pas en première ligne, ce sont les Ukrainiens et quelques mercenaires qui meurent en première ligne, pendant que l'armée russe, elle est en première ligne face aux Ukrainiens et aux mercenaires, si cette situation persiste, c'est ce qui arrange véritablement les Américains, parce que cela leur évitera les conséquences d'une éventuelle défaite militaire avec le discrédit qui a été ces dernières années si régulièrement jeté sur l'establishment militaro-industriel américain. Et de continuer. All wars. Alors, il continue. But the execution must be flawless and Russia would have to decline the essentially attack itself. Donc, l'objectif est intéressant pour les Américains, c'est qu'on affaiblirait ainsi la Russie sans pourtant que la Russie ne soit capable d'accuser tangiblement l'Amérique d'être elle-même en première ligne contre elle. Dernier paragraphe. All wars are complex and all wars have political dimensions. Toutes les guerres sont complexes et toutes les guerres ont des dimensions politiques. The United States, is going to supply long-range rockets, which makes perfect sense in the cold logic of war. Alors, les Américains vont donner des armes de longue portée, ce qui est tout à fait compréhensible dans la logique froide de la guerre. But in the event of some failures in controlling the weapons, it could create the unexpected, which is never welcomed in war. Mais au cas où ces armes de longue portée étaient utilisées d'une manière non prévue par les Américains, l'Amérique pourrait se retrouver dans une situation où il va lui arriver quelque chose qu'elle n'a pas prévu. Ce quelque chose qu'elle n'a pas prévu, c'est la défaite. Fin de traduction de l'article de M. George Friedman. Maintenant, mon commentaire. Vous avez bien compris l'objet de cet article. Le grand géopoliticien américain, géostratège américain, George Friedman, nous explique la stratégie de guerre de l'Amérique contre l'Ukraine et il nous dit les limites de la stratégie de guerre de l'Amérique contre l'Ukraine. Car c'est bien une guerre de l'Amérique contre l'Ukraine à travers l'Ukraine. C'est une guerre de l'Occident contre... Pardon, c'est bien une guerre de l'Amérique contre la Russie à travers l'Ukraine. C'est une guerre de l'Occident contre la Russie à travers l'Ukraine. Alors, quelle est la stratégie? Pour George Friedman, et il en informe le monde entier, l'article est sur son site. Donc, quand je le traduis, vous n'allez pas vous inquiéter pour moi. Je traduis simplement ce qui est écrit aux États-Unis, ce qui est librement lu par les Américains. Vous êtes d'accord avec moi? La stratégie américaine est la suivante. Faire la guerre à la Russie sans qu'il y ait un soldat américain qui meure, dans toute la mesure du possible. Donc, faire la guerre à la Russie en utilisant les Ukrainiens et les Européens comme de la chair à canon. Exactement comme lors des 2 guerres mondiales, la France utilisait ces fameux tirailleurs sénégalais. Je vous ai déjà expliqué ça ici, oui ou non? Maintenant, on commence les validations de ce que votre serviteur vous apporte comme analyse. Est-ce que je vous ai déjà parlé ici de la métaphore de l'utilisation des Ukrainiens et des Européens comme étant des tirailleurs sénégalais des Américains? Et que de la même façon que lorsque la France s'est retrouvée dans ces guerres mondiales, elle a constitué, dès le 19e siècle, dès 1854, sous Napoléon III, elle a constitué un bataillon particulier qu'elle a appelé tirailleurs sénégalais, mais en fait rassemblant les ressortissants de toutes ces colonies africaines. Ce bataillon a servi à aider la France à barbariser et coloniser les Africains. Mais ce bataillon a aussi servi à constituer la première ligne des armées françaises lors de leur guerre mondiale.
Lors de la Première Guerre mondiale, près de 70 000 Africains périrent de cette façon. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on évalue entre 500 000 et 1 million de soldats africains qu'on a abusivement appelés tirailleurs sénégalais. C'était en fait des soldats africains libérateurs de la France, car ils constituaient la première ligne de l'armée française. Je les ai rebaptisés les SALF, soldats africains libérateurs de la France. Vous vous en souvenez? Je vous avais pris cette métaphore et je vous avais dit, les Ukrainiens sont les tirailleurs sénégalais des Américains. Les Ukrainiens sont les tirailleurs sénégalais des Européens. Les Européens, tous les Européens sont en train d'être utilisés comme les tirailleurs sénégalais des Américains aussi. Il y a une hiérarchie dans cette affaire. Si vous regardez bien la hiérarchie, en première ligne, la chair à canon de l'Occident, c'est l'armée ukrainienne. On les envoie. Deuxième ligne, les Polonais, on les envoie. Troisième ligne, les Allemands, on les envoie. Ce n'est que dans les cinquième, quatrième lignes qu'on trouve les Français et les Britanniques. Et puis, loin derrière, veillant à ce que pas un seul d'entre eux ne rentre dans les sacs mortuaires à la base américaine de Dover Air Force, les Américains, tranquillement assis, comme l'étaient les généraux français, pendant que la négraille, comme ils l'appelaient, était sous la mitraille. J'avais dit ça ici ou pas? Voilà que c'est confirmé par l'un des plus grands géostratèges, géopoliticiens américains dans son analyse. Lui, il a dit ça le 7 février. Moi, je l'ai dit depuis. Depuis le mois de mars 2022. Quand j'ai donné mon analyse de cette affaire, j'avais déjà identifié l'Ukraine comme servant de tirailleurs sénégalais aux États-Unis. C'est vrai ou pas? Voilà la stratégie. Faire la guerre contre la Russie en utilisant comme chair à canon les Ukrainiens, ça c'est les tirailleurs sénégalais des Américains numéro 1. Ensuite, les Polonais, ça c'est les tirailleurs sénégalais numéro 2 des Américains. Ensuite, les Allemands, ça c'est les tirailleurs sénégalais numéro 3 des Américains. Ensuite, les Français, ça c'est les tirailleurs sénégalais numéro 4 des Américains. Ensuite, les Britanniques, l'allié le plus près des Américains, les Britanniques. Et enfin, les Américains, eux, ils restent bien à l'écart de tout ça, tirant tous les bénéfices de la récession de l'Europe et récupérant bien sûr toutes les factures, récupérant bien sûr toutes les commandes de produits comme d'hydrocarbures que l'Europe adressait avant à la Russie. D'où un autre grand analyste américain, le journaliste d'investigation Seymour, a publié cette semaine qui s'achève. Il a publié le résultat de son enquête à propos de la destruction des canalisations de Nord Stream 2, construites par la Russie et les pays de l'Union européenne pour approvisionner l'Union européenne en gaz et en pétrole. Les conclusions sont claires. Le journaliste Seymour, le célèbre enquêteur américain, a conclu et a dit publiquement: c'est l'armée américaine, sur ordre de Joe Biden, qui a détruit les pipelines de Nord Stream. Mais ça, là, tout analyste le savait, n'est-ce pas? Maintenant, c'est officiel. La presse d'investigation américaine le dit face au gouvernement. Elle accuse le gouvernement et il n'y a personne qui a osé démentir. Personne n'a osé démentir. Aucun démenti officiel. Personne n'a osé dire à Seymour, tu mens. De la même façon que personne ne peut dire à George Friedman qu'il ment. N'est-ce pas? Donc nous pouvons valider l'analyse de George Friedman sur le premier point, à savoir que la stratégie américaine dans cette affaire, c'est de faire une guerre contre la Russie, à travers les Ukrainiens, à travers les Européens, sans qu'il n'y ait de sang américain, ni d'argent américain finalement perdu. Parce qu'il y a également un membre de la famille Kennedy qui a fait une révélation. C'est un troisième nom que je cite. Toujours cette semaine, il a dit: tout l'argent que vous entendez qu'on donne à l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie, c'est de l'argent qui ne sort pas des États-Unis. Cet argent est directement versé à des entreprises pour fabriquer des armes. En fait, ce sont les entreprises américaines qui sont en train de gagner l'essentiel de l'argent qu'on est supposé donner à l'Ukraine. On n'envoie pas des valises de dollars à l'Ukraine. Tous ces milliards de dollars que vous entendez, 100 milliards de dollars, etc., ça correspond à de l'argent qui est directement versé à des entreprises du lobby militaro-industriel. Ce lobby militaro-industriel gagne donc le marché des fournitures d'armes et business goes on. Cela a été révélé par 3 Américains.
Ne tremblez pas, Afrique des libertés. Je vous rapporte seulement ce que le monde occidental dit et sait. Je n'invente rien. J'ai donné mes 3 sources. Là, je commente George Friedman. J'ai évoqué le journaliste Seymour. Maintenant, j'évoque un membre de la famille Kennedy, Bob Kennedy, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui lui aussi a fait un outing, une sortie, pour dire que vous croyez que l'argent qu'on donne aux Ukrainiens là-bas en Ukraine, non, c'est un argent qui reste ici aux États-Unis. Donc en fait, vous avez bien compris que la guerre qui est menée contre la Russie est un business pour le lobby industrialo-militaro-politique américain. Le lobby industrialo-militaro-politique américain fait de la guerre contre la Russie une source d'autofinancement énorme. Cela nous est appris par les investigateurs américains eux-mêmes. Alors, on apprend une deuxième chose. De la bouche de l'investigateur George Friedman. Quel est le risque que courent les États-Unis dans la stratégie qu'ils ont choisie? C'est-à-dire une guerre ayant pour but d'affaiblir la Russie, sans pourtant qu'il y ait du sang américain qui coule. De s'enrichir sur le dos de l'Europe, de s'enrichir sur le dos de l'Ukraine, sans pour autant qu'il y ait des militaires américains qui reviennent dans des sacs mortuaires à la base de Dover Air Force. Quel est le risque qu'il y a derrière cette affaire? C'est que devant la situation où, progressivement, la Russie est en train de gagner la guerre sur le terrain, la Russie est en train d'avancer, les Américains sont obligés de donner aux Ukrainiens des armes de longue portée. Donc, des armes que les Ukrainiens risquent d'utiliser pour attaquer le territoire russe. Or, si les Ukrainiens utilisent des armes pour attaquer le territoire russe, ce qui va se passer, c'est que la Russie va utiliser des armes encore plus puissantes et elle va écrabouiller l'Ukraine. Et si elle écrabouille l'Ukraine, the business is over. Vous comprenez? Donc, selon l'analyse de George Friedman, les États-Unis ne veulent pas que la guerre s'arrête de sitôt. Parce que si la guerre s'arrête, mais les commandes vont s'arrêter, l'industrie militaire ne va plus gagner assez d'argent. Il faut que la guerre dure. Parce que plus la guerre dure, plus les commandes augmentent. Sous couvert de donner des centaines de milliards, s'il le faut, à Zelensky, on est en train de nourrir le lobby militaro-politico-industriel. Vous avez compris? Or, si, entre-temps, des troupes de Zelensky tirent sur la Crimée, des troupes de Zelensky tirent sur le territoire russe, et poussent la Russie à utiliser ses moyens les plus puissants pour écraser l'Ukraine, ben la guerre va s'arrêter très tôt et le business sera fini. Or, on ne veut pas que le business finisse. Le but de cette guerre, c'est qu'elle dure, pour qu'elle rapporte au maximum. 1, en affaiblissant la Russie. 2, en enrichissant le lobby militaro-industriel américain. Vous avez bien compris? Ils veulent que la guerre dure parce que la guerre rapporte. Mais le danger qu'ils courent tous, nous dit George Friedman, le danger qu'ils courent, c'est que, à un moment donné, Zelensky fasse le fou et qu'il tire là où il ne faut pas. Parce que s'il tire là où il ne faut pas, la Russie va l'écraser et les Américains ne viendront jamais en première ligne faire la guerre à la Russie. Je recommence. Et c'est ce que nous dit George Friedman, le grand géostratège américain. Si Zelensky se trompe et envoie un missile là où il ne faut pas en Russie, s'il réussit à envoyer une munition de longue portée là où il ne faut pas en Russie, il va faire écrabouiller l'Ukraine par la Russie et les Américains ne viendront pas protéger l'Ukraine. Parce que les Américains ne veulent pas ramener des sacs de soldats américains morts à la base de Dover Air Force. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Il faut que les Ukrainiens meurent. D'ailleurs, le président Biden, pour mémoire, avait dit que la guerre doit se poursuivre jusqu'au dernier Ukrainien. Ce sont les mots du président Biden. Aujourd'hui, vous comprenez que ces mots n'étaient pas des mots par hasard. Il ne l'a pas dit par hasard. La guerre, là, va continuer jusqu'au dernier Ukrainien. Il n'a pas dit jusqu'au dernier Américain. Ce sont les Ukrainiens qui doivent mourir. Pendant ce temps, il y en a qui s'en mettent plein les fouines en entretenant la guerre. Et nous révèle George Friedman, les autorités américaines ont menacé Zelensky en lui disant « Surtout, tu ne tires pas sur le territoire russe. Il ne faut pas tirer là-bas. Si tu fais un dégât sur le territoire russe et que la Russie décide de vous écrabouiller, nous, on ne viendra pas vous défendre. Donc, il faut que tu stabilises la guerre. Il faut que le chaos soit stabilisé en Ukraine. Il faut que la guerre dure. Si la guerre dure, on va fatiguer la Russie, on va épuiser la Russie, on va affaiblir la Russie. Et là, peut-être, on pourra obtenir une quatrième chose importante qui a été dite par l'ancien chef d'état-major
des armées américaines, le général Petraeus. Là encore, je vous cite ma source. Le général Petraeus vient de dire que toute cette guerre a pour but d'affaiblir la Russie pour pouvoir provoquer un coup d'État contre Poutine. Citation. Il faut que les Africains suivent pour comprendre la mentalité de l'hégémonisme occidental. Le général Petraeus, qui a été chef d'état-major des armées américaines, à un moment donné, a donné une interview il y a à peine 48 heures, dans laquelle il dit que le but de la guerre, là, c'est d'affaiblir suffisamment la Russie pour qu'il se produise un coup d'État en Russie et que Poutine soit renversé. Vous avez compris? Ça complète donc tout. Je voulais que les Africaines et les Africains soient en possession de ce niveau d'information. Ce sont des informations validées. Ce sont des informations incontestables. J'ai cité 4 sources. Je vous ai commenté George Friedman. Je vous ai lu son article et je l'ai traduit. Je vous en ai extrait les 2 idées. 1, la stratégie américaine. 2, le risque de cette stratégie. Et George Friedman avertit les autorités américaines que si Zelensky déconne, non seulement il va se faire écraser, mais leur business ne va pas durer. Je vous ai cité une 2e source. Eh bien, M. Kennedy. Kennedy qui a expliqué que l'argent qu'on donne, soi-disant, à l'Ukraine ne sort pas des États-Unis. Et qu'il a les preuves de ce qu'il a dit. Il a dit ça et puis il est à Washington là-bas, il se promène tranquillement. A dénoncé le business de la guerre. N'est-ce pas? Je vous ai donné un 3e indice intéressant avec les propos eh bien, du général Petraeus qui dit l'objectif, c'est très clair. C'est que nous, à terme, on veut faire un coup d'État à Poutine. Bon, voilà. Donc, avec tous ces éléments-là, les Africaines et les Africains doivent savoir à quoi nous avons été mangés. À quoi nous avons été broyés depuis des siècles. C'est une logique cynique, c'est une logique terrible. Mais il est important de la comprendre pour pouvoir résister de manière légitime. L'Afrique des libertés, dès le début du conflit russo-ukrainien, a appelé à la paix. Car pour nous, qui ne sommes ni Russes ni Ukrainiens, pour nous qui ne sommes pas d'accord avec la politique de va-t-en-guerre de l'OTAN, le danger que comporte ce conflit, c'est le danger d'une guerre nucléaire à l'échelle mondiale. Si une guerre nucléaire, c'est-à-dire une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis éclate, personne d'entre nous, sur cette terre des hommes, ne sera en sécurité. J'en appelle une fois de plus aux Africaines et aux Africains qui sont sur les réseaux sociaux, afin qu'ils appellent à la recherche d'une solution négociée entre la Russie et l'Ukraine, et qu'ils appellent les puissances occidentales qui nourrissent la guerre, qui nourrissent principalement cette guerre, à mettre fin à cela pour favoriser la voie négociée. Pourquoi? Parce que nous savons, nous Africains, où que nous soyons sur la terre, nous le savons et nous faisons savoir aux Africaines et aux Africains qu'une confrontation militaire entre la Russie et les États-Unis signifie l'explosion de la terre. Je recommence une 2e fois. Une confrontation militaire entre la Russie et les États-Unis signifie l'explosion totale de la terre. Ce sont les 2 premières puissances nucléaires. Rien que le stock nucléaire de ces 2 puissances, s'il est mis en branle par les dispositifs automatiques d'attaque et de contre-attaque qu'ils ont prévus depuis plusieurs décennies, il n'y a pas que la Russie et les États-Unis qui verront leur population humaine exterminée. C'est toute la population mondiale qui le sera. Méfiez-vous donc, Africaines, Africains, de vous promener sur les réseaux sociaux en encourageant à la confrontation. Méfions-nous, parce que ce n'est pas une confrontation du type guerre classique. Ce n'est pas une confrontation du type de la guerre manuelle d'autrefois. Ce n'est pas une confrontation du 19e siècle. On utilisait à la limite simplement la poudre à canon et les fusils, les baïonnettes et les chevaux encore. Non. C'est une confrontation de portée nucléaire. Ce n'est même pas une confrontation des années 30-40 où l'élément fondamental que le général de Gaulle décrivait dans sa doctrine militaire, c'était l'armée mécanisée. Il fallait posséder des chars de guerre dans les années 20-30 pour pouvoir se défendre. Non, maintenant on a affaire à une guerre nucléaire, c'est-à-dire une guerre dangereuse pour toute l'espèce humaine. Donc, n'incitons ni de près ni de loin à la continuité de cette confrontation. Incitons plutôt à la recherche d'une paix négociée qui garantisse la sécurité de la Russie et qui permette à l'Ukraine, une Ukraine neutralisée de son intention de servir de prétexte pour attaquer et dominer la Russie, qu'elle permette le retour à la paix entre ces pays.
et que les populations prises dans l'étau de cette confrontation des puissances du bloc Est et du bloc Ouest, que ces populations reprennent le courant de leur vie normale. C'est ce que les Africains qui connaissent la géopolitique doivent demander. Tout en respectant le droit du pays qui voit menacé depuis 1991 par l'avancée de l'OTAN sa sécurité, le droit qu'il a de se défendre. Car nous savons très bien, comme l'a dit le pape François, que toute cette affaire a commencé parce que l'OTAN n'a pas arrêté d'avancer son infrastructure militaire vers les portes de la Russie. Le pape François Ier a même parlé de l'OTAN n'a pas cessé de venir aboyer. Il a utilisé l'expression aboyer aux portes de la Russie. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous, Africains, qui sommes héritiers de la plus ancienne et de la plus grande civilisation en durée, plus de 3000 ans d'influence sur la Terre, nous devons être porteurs d'un esprit puissant de paix, mais une paix lucide. Pas une paix des lâches, même pas une paix des braves, mais une paix des sages. Nous devons promouvoir la paix des sages, non pas la paix des lâches, non pas la paix des braves, parce que la paix des lâches n'est rien d'autre que une paix provisoire en attendant la vengeance. La paix des braves n'est rien d'autre que l'équilibre de la terreur. Nous voulons la paix des sages. C'est-à-dire un monde dans lequel tous vont renoncer à la volonté d'imposer leur seule et unique volonté à tous les autres. Un monde multipolaire. Voilà le sens du message que je voulais partager avec vous, mes chers amis, en cet après-midi. Ça fait bien plus de 45 minutes que je vous entretenais. Vous étiez, plus de 4000 personnes à suivre cet exposé. Je vous remercie de votre confiance et merci de partager tout ceci pour que les Africaines et les Africains du monde entier soient updated, qu'ils soient mis à jour. Et n'oubliez pas, nous ne pouvons pas encourager la continuation de la confrontation. Nous ne pouvons qu'encourager la recherche d'une solution négociée. Car nous savons que nos vies dépendent, les vies de nos enfants dépendent, de l'évitement d'une guerre nucléaire à l'humanité. Ça, nous le savons scientifiquement. Ce n'est pas un savoir ambigu, non, c'est un savoir scientifique. Voilà pourquoi nous devons inviter à la désescalade et demander à l'OTAN de renoncer à ses provocations contre la Russie, à l'Ukraine de cesser de chercher à être un État hostile à la Russie, alors qu'elle sait que la Russie ne peut pas se sentir en sécurité avec une Ukraine sous le contrôle américain, et demander, si ces garanties sont données, que la Russie accepte de chercher une solution négociée. Une paix des sages, supérieure à la paix des braves et supérieure à la paix des lâches. Voilà ce que nous demandons. Alors donc, moi je voudrais ici saluer le courage de la vérité de monsieur le géopoliticien George Friedman, qui lui, il est inquiet pour les intérêts américains. Dans toute cette affaire, il est inquiet, parce qu'il craint que ça se transforme en une défaite cuisante pour les États-Unis. Mais il est aussi inquiet pour l'équilibre du monde, parce qu'il souligne plusieurs fois le danger qu'il y aurait à ce qu'il y ait une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis. Je salue son courage, comme celui de tous les autres analystes politiques au cœur de l'Occident, qui ont le courage de dire la vérité aux puissances. Soyez bénis, mes amis. Vive l'Afrique des libertés. Soyons vigilants. Suivons pas à pas l'évolution du monde. Soyez bénis. Beaucoup de courage à mes camarades qui seront demain confrontés à la cour d'appel de la justice aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Kone Kamaraté Souleymane Soul. Sois béni, mon frère. Que Dieu t'accorde la force et le courage. Mes commandants Jean-Baptiste Kwame, Herman Kone Arjuma, Abdoulaye Fofana, vous, nos frères, Doumbia, Kader et tous les autres, que Dieu vous accorde la santé, la force et le courage face à l'injustice que vous subissez. Un jour, le soleil se lèvera sur nous tous en Côte d'Ivoire. Ainsi soit-il. Tu es mort, parle un peu. Jésus, tu es mort, Elohim mort. Parle un peu.
C'est Clara Blanc. Elle chante Résurrection. Ma jeune sœur la chante, Clara Blanc. Parle un peu, oh, parle un peu. Je suis chagrinée, Yahweh. Je suis méprisée. Je suis minimisée. Tout va mal pour moi. C'est demain, 13 février, si je ne m'abuse, que le verdict du procès en appel de nos camarades devrait être donné à Abidjan. Elohim, parle un peu. Elohim, parle un peu. La 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 la. À plus tard dans la soirée. Si Dieu m'en donne les forces, nous aurons une petite conversation d'actualité politique vers 21h de France. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci à toi, ma jeune sœur Clara Blanc. Bon dimanche à toutes et à tous, partout à travers le monde. Et merci d'avoir protégé et partagé massivement cette émission. Portez-vous bien. Je ne peux rester à rien faire. Soyez bénis. Soyez bénis.